sur Public Sénat. Bonjour à tous, merci de nous retrouver sur Public Sénat. Alors que la commission d'enquête sur le coût réel de l'électricité doit rendre son rapport le 25 juillet prochain, les sénateurs membres de cette commission ont organisé hier une dernière audition conjointe des représentants de la Cour des comptes, mais aussi des représentants d'EDF, de la CRE. Il s'agit de la commission de régulation de l'énergie, ainsi que des représentants de la direction générale du ministère de l'écologie. Et c'est cette audition que je vous propose de suivre ce matin. Bonne matinée à tous. Si vous le permettez, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, mesdames, messieurs, nous allons démarrer cette réunion et je voudrais faire un petit rappel sur cet ordre du jour un petit peu particulier, en ce sens que nous avions sollicité, le rapporteur et moi-même, la Cour des comptes pour demander une actualisation de l'analyse que vous aviez faite, non pas sur le coût de l'énergie et le prix de l'électricité, mais que vous aviez fait dans votre rapport 2011. Le président, en fait, c'est une demande peu habituelle, mais légale. Je sais que votre président avait été à la fois surpris, mais a répondu tout à fait avec célérité. Je l'en ai déjà remercié par écrit et je tiens à vous renouveler mes remerciements d'avoir accepté de le faire aussi, de faire ce travail d'actualisation, qui est un travail quand même assez complet, dans un délai aussi rapide. Alors, la forme de l'audition d'aujourd'hui est très particulière, puisque c'est ce complément d'enquête et de conclusion, vous allez nous les présenter, et vous allez les présenter en face des membres de la commission d'enquête, les présenter également, ils l'ont eu entre leurs mains, ça leur permet de réagir, et à la commission de régulation, de les présenter à la direction de l'énergie et de les présenter à EDF, de manière à ce que chacun nous apporte également ses réactions. C'est une méthode de travail que emploie de temps en temps la commission des finances ici au Sénat, et c'est une méthode pour moi un peu nouvelle, mais très, très intéressante. Donc, je vous donne la parole, monsieur Gilles-Pierre Lévy, et vous, Michel Palardeau, je crois que vous vous êtes répartis cette présentation. Bien. Monsieur le Président, il faut que j'appuie sur le bouton ? Oui. Parfait. Bien, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur général, Messieurs les sénateurs, Mesdames, Messieurs, donc, effectivement, vous avez bien voulu demander à la Cour de procéder dans des conditions, effectivement, qui sont très rarement utilisées. À l'article 132.4 du Code des juridictions financières, un travail sur la mise à jour de l'insertion au rapport public annuel qu'elle avait faite en début 2011 sur la CSPE. Et vous nous avez demandé donc de faire ça dans un délai qui est effectivement beaucoup plus court que ce que nous faisons d'habitude, ce qui, bon, je crois qu'on y est arrivé grâce notamment au travail de Michel Papalardeau. Grâce également à la coopération de la CRE, de la DGEC, d'EDF, qui ont accepté également de contredire sur ce sujet dans des délais anormalement brefs par rapport aux règles qui sont les nôtres et qui ont effectivement donc eu l'occasion déjà de réagir sur ces éléments, donc qui vous diront mieux que moi ce qu'ils peuvent en penser. Alors, ce que vous aviez demandé, c'était donc d'actualiser les analyses et d'effectuer le suivi des recommandations qui avaient été faites par la Cour en ce qui concerne la contribution au service public de l'électricité. Alors, si vous permettez, si on part des basiques, d'abord, et je m'en excuse pour ceux qui sont des spécialistes de ces sujets, la CSPE, c'est quoi? C'est un supplément de prix du kilowattheure qui est payé par le consommateur d'électricité et qui vise à compenser 3 types de charges qui sont imposés aux producteurs d'électricité, c'est-à-dire d'abord à EDF, les surcoûts dus à l'obligation d'achat de l'électricité issue de la cogénération et des énergies renouvelables sur l'ensemble du territoire, les surcoûts de production dus à la péréquation tarifaire dans les zones non interconnectées, autrement dit pour l'essentiel les îles, et le coût des dispositifs sociaux en faveur des personnes en situation de précarité.
Donc ce que la Cour a examiné, c'est 3 points. D'abord, elle a regardé ce qu'elle avait dit en janvier 2011. Deuxièmement, elle a regardé l'évolution des règles concernant la CSPE depuis cette insertion, c'est-à-dire depuis janvier 2011. Et puis, troisièmement, elle a essayé d'examiner les prévisions qui étaient faites en matière d'évolution de la CSPE, tant en termes de recettes qu'en termes de dépenses, d'ici 2020. Pourquoi 2020? C'est parce que c'est la date qui est prise par les uns et les autres et ce sont les perspectives en matière qui étaient retenues en matière de programmation énergétique. Alors, je me permets de rappeler d'abord les recommandations qu'avait formulées la Cour dans son rapport de 2011, janvier 2011. Donc, elle partait d'un constat qui était le fait que le taux de la CSPE n'avait pas bougé depuis 2004 à 4,5 € le mégawattheure, qui ne permettait pas de couvrir les surcoûts imposés aux producteurs d'électricité, ce qui conduisait à un déficit cumulé pour EDF de l'ordre de 2,8 milliards d'euros, donc qui pesait sur le fonds de roulement. Alors, la loi de finances initiale pour 2011, donc publiée juste avant, permettait de relever significativement le taux de la CSPE, la Cour le constatait. Elle formulait 4 recommandations. La première était de mieux maîtriser les facteurs de croissance des charges de service public de l'électricité et au premier rang d'entre elles, l'obligation d'achat à des tarifs trop attractifs, fonctionnant entre guillemets à guichet ouvert des énergies renouvelables, notamment de la filière photovoltaïque. Deuxièmement, elle s'interrogeait sur l'opportunité de continuer à soutenir des filières qui n'étaient pas jugées prioritaires dans la stratégie d'énergie gouvernementale, c'est-à-dire la cogénération. Troisièmement, elle suggérait de remettre à plat le dispositif d'ensemble afin d'en rendre le fonctionnement plus lisible et d'en clarifier le statut fiscal. La Cour considérait en particulier que la CSPE, que le Conseil d'État avait qualifiée d'imposition innommée en 2006, était en fait effectivement un quasi-impôt dont le taux et les conditions de prélèvement devraient faire l'objet d'une autorisation périodique et d'un contrôle du Parlement. Et enfin, elle posait la question de réexaminer le financement du soutien au développement des énergies renouvelables et des autres charges du service public par le consommateur d'énergie en général et pas seulement d'électricité. Alors ça, c'était les 4 recommandations que formulait la Cour dans son rapport de janvier 2011. Alors, c'est mon deuxième point, qu'est-ce qui s'est passé depuis? Qu'est-ce qui s'est passé depuis, à la fois en matière de fixation des recettes, c'est-à-dire du taux de la contribution supportée par les consommateurs d'électricité, et deuxièmement, de calcul des dépenses, autrement dit des charges à couvrir par cette contribution. Alors, en ce qui concerne les recettes, tout d'abord, le slide 6 juin vous montre leur évolution. Les modifications législatives ont permis l'augmentation de cette contribution supportée par le consommateur en laissant à la Commission de régulation de l'énergie le soin de proposer un taux sur une base objective de couverture des charges et en prévoyant qu'en l'absence de décision du ministre, cette proposition s'appliquerait, entre guillemets, par délégation du législateur, mais en limitant les augmentations possibles à un plafond de 3 € par mégawattheure et par an. En pratique, quand on regarde les chiffres, on voit que la CSPE est passée de 4,5 € par mégawattheure à 13,7. Non, je vous dis une bêtise, à 10,5 à partir du 1er juillet de cette année, soit une hausse de 133% en 18 mois, après une stagnation pendant 6 ans. Alors, compte tenu du plafonnement des hausses et de la croissance très rapide des dépenses, il faudra sans doute, on reviendra dessus, attendre 2017 pour que les déficits cumulés par EDF soient résorbés. Je pense que les financiers d'EDF en parleront mieux que moi. Juste un point à titre indicatif, il est intéressant de noter que le chiffre de 10,5 € par mégawattheure, donc de juillet 2012, peut se comparer à un chiffre de 35,9 € par mégawattheure qui est supporté par un ménage allemand dans un but équivalent, soit 3 fois et demi. Alors ça, c'était ce qui s'est passé en ce qui concerne les recettes, le taux de la contribution. Quid des dépenses à couvrir par cette contribution?
dirais qu'il y a eu 5 principaux points à relever. La principale mesure, qui a fait couler beaucoup d'encre, a conduit à limiter le tarif d'achat de l'électricité photovoltaïque. Et de deux façons. D'une part, en ne l'appliquant plus à guichet ouvert aux installations qui dépassent 100 kW, et de l'autre, en révisant à la baisse les tarifs d'achat pour les installations de puissance inférieure. Alors, ceci dit, les engagements qui avaient été pris antérieurement en faveur d'installations qui n'étaient pas encore en service ont été respectés et donc, en pratique, se traduisent par un accroissement des dépenses au fur et à mesure de l'entrée en service de ces installations. Alors, pour ce qui est de la cogénération, en dépit des réserves de la Cour, je constate que les textes n'ont pas été modifiés. Cela dit, dans la mesure où ils restreignaient le bénéfice de l'obligation d'achat aux nouvelles installations de puissance inférieure ou égale à 12 MWh aux installations anciennes ayant fait l'objet d'une rénovation significative, l'arrivée à terme d'une grande part des contrats d'achat devrait se traduire par une division de l'ordre de 3 entre 2010 et 2014 de la charge. Troisièmement, en ce qui concerne les tarifs sociaux, ils sont à la hausse du fait d'un meilleur niveau de prestations couvertes et de l'automaticité du versement du tarif de première nécessité, décision du décret du 6 mars 2012. En volume, ces dépenses restent du second ordre par rapport aux autres. Quatrième point que rappelle ce slide, la Commission de régulation de l'énergie a mis en place une nouvelle méthode de calcul du coût évité pour les obligations d'achat, qui aboutit en fait à stabiliser, à réduire fortement la volatilité, dans la mesure où on a plus que rapproché le coût prévu et le coût sur la base duquel était calculée la CSPE. C'est le point D de ce transparent. Enfin, point important, sans modifier le tarif d'achat, mais en appliquant la méthode des appels d'offres, qui permet en fait de s'en éloigner, 2011 a été marqué par le lancement d'un appel à projet pour 3 000 MW d'éolien en mer. Un peu moins de 2 000 ont été retenus pour un prix d'achat très supérieur au tarif antérieur, c'est-à-dire de 20 centimes d'euros le kilowattheure contre 13 centimes d'euros antérieurement, qui n'avait de fait pas permis jusqu'à ce jour de développer cette forme de production d'électricité. Alors là, j'ai évoqué les points qui avaient bougé, à l'exception de la cogénération dans les textes en tout cas. 2 recommandations de la Cour n'ont pas été suivies des faits. La première portait sur le statut de la CSPE. La Cour y voyait un quasi-impôt, ce statut n'a pas bougé. Et deuxièmement, les charges financées par la CSPE continuent de peser sur le seul consommateur d'électricité et il ne semble pas y avoir eu de réflexion spécifique visant à élargir, la DGEC en parlera mieux que moi, cette contribution à d'autres énergies. On a un transparent, mais je pense que les représentants d'EDF pourront mieux commenter que nous éventuellement l'impact sur EDF de ce qui s'est passé. On arrive à des charges à couvrir qui étaient en 2010 de 2,6 milliards d'euros. On arrive aujourd'hui à des évolutions qui se traduisent notamment par une augmentation forte du coût lié à l'électricité photovoltaïque pour 2010 et qui continue d'augmenter, plus lente des coûts liés à la biomasse et au biogaz, une augmentation significative également de ce qui concerne la bagasse, charbon. Alors, troisième point, quelles sont les prévisions d'évolution d'ici 2020 ? Je dirais que quand on regarde les 3 scénarios d'évolution des charges d'anticipation, donc celui d'EDF, celui de la CRE et celui de la DGEC, on arrive à des prévisions de dépenses pour 2020 comprises entre 8,8 milliards d'euros et 10,9, contre 2,7 milliards en 2010 et une estimation qui nous sera peut-être confirmée de 4,3 milliards en 2012. Autrement dit, une multiplication par un peu plus de 3,5 entre 2010 et 2020, par un peu plus de 2 entre 2012 et 2020. Le scénario le plus bas est celui d'EDF, qui pourra l'expliquer. Fondamentalement, l'écart vient d'une estimation plus basse du développement de l'éolien en mer et d'une anticipation d'une hausse plus forte du prix du marché par rapport auquel est calculée la CSPE, autrement dit d'un besoin de différentiel plus faible. Quand on regarde
en décomposant les principales sources d'augmentation de dépenses, bon, la première, c'est clairement les énergies renouvelables, dont la charge passerait de l'ordre de 700 millions d'euros à quelques 7,5 milliards, soit une multiplication par plus de 10 en 10 ans. Ensuite, on assisterait à un doublement des charges de péréquation au profit des zones non interconnectées, les DOM-TOM, qui passerait de l'ordre de 802 millions en 2010 à 1,9 milliard en 2020, selon les estimations de la CRE. Troisièmement, la troisième source d'augmentation, plus faible en valeur absolue, concernerait le développement de l'électricité produite à partir de la bagasse dans les mêmes zones, dans les DOM-TOM, qui passerait de 168 millions d'euros à quelques 600 millions d'euros en 2020. Alors, en ce qui concerne les dispositifs à vocation sociale, ils tripleraient, mais resteraient encore d'un impact beaucoup plus faible en valeur absolue, puisqu'on passerait de quelques 60 à 190 millions d'euros en 10 ans. Impact sur les comptes du producteur. Globalement, le déficit devrait passer, le déficit cumulé par un pic entre 2014 et 2017 de l'ordre de 4 milliards d'euros et disparaître aux alentours de 2017. Si la politique suivie jusqu'à présent en matière d'évolution des tarifs était maintenue, c'est-à-dire augmentation tant que les charges ne sont pas couvertes, avec une limitation à 3 centimes d'euros par an, la contribution demandée aux consommateurs d'électricité devrait doubler, globalement, passer de l'ordre à quelques 20 euros par mégawattheure en 2020. Conclusion. Bon, la situation d'EDF, on a dit un mot, je crois. Conclusion, quelques pistes de réflexion. Si l'on souhaitait limiter l'impact sur les consommateurs d'électricité de ces évolutions. La première reste toujours l'élargissement du financement des énergies renouvelables à l'ensemble des énergies. Faire peser cette charge non seulement sur la consommation d'électricité, mais sur d'autres sources d'énergie, à travers la fiscalité par exemple. La deuxième pourrait être d'utiliser d'autres sources de recettes ayant pour origine la production d'électricité, par exemple la vente aux enchères des quotas d'émissions, sachant il est clair que si on les utilise à cet effet, on ne les utilisera pas pour autre chose, par exemple pour combler le déficit du budget. Troisièmement, à réexaminer les règles d'exonération qui existent actuellement. D'autres pistes de travail pourraient également concerner l'optimisation de la production des énergies renouvelables et sans doute aussi viser à améliorer la liquidité et la transparence du marché de l'électricité. Il s'agit là de pistes de réflexion. Voilà ce que nous avons écrit dans ce document. Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Messieurs les sénateurs, Mesdames, Messieurs, je vous remercie de votre attention. Je vous remercie, Monsieur Lévy. Vous avez fait une synthèse, un résumé de vos conclusions qui sont assez pertinentes. Alors moi, ce que je vous propose, c'est un petit peu, peut-être, d'écouter ceux qui sont interpellés. Et si vous le voulez bien, chacun à tour de rôle, je ne sais pas qu'est-ce qui serait mieux. Je pense que ce serait peut-être la direction de l'énergie d'abord ou le régulateur d'abord. Le régulateur d'abord. Allez, on met le régulateur, puis la direction de l'énergie, puis EDF. Alors, sur la partie diagnostic et autres, oui, allez-y. Et puis, je veux bien aussi que vous écoutez sur la partie de vos prévisions dans l'étape 2012-2020, puisque là, il y a notamment une divergence et les conclusions ne sont pas les mêmes entre vous, le régulateur, entre la direction de l'énergie et entre EDF. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais tout d'abord saluer la qualité du travail de la Cour. Quand on connaît la complexité de la CSPE, c'était vraiment un challenge de réussir à rendre ce rapport compréhensible, je pense en tout cas. Et je voudrais remercier Mme Papalardo pour la qualité des échanges avec la CRE. Alors, je vais revenir tout de suite sur les scénarios d'évolution. J'aurais dû le faire, moi, le premier. Je voudrais donc
revenir tout de suite sur les scénarios d'évolution de la CSPE à 2020. Alors, je crois qu'il est très important de comprendre, et je crois que Mme Papalardo l'a très bien mentionné dans son rapport, que ce sont des exercices différents. En particulier, la CRE comme la DGEC considère pour les ENR que les hypothèses, les objectifs de la programmation pluriannuelle des investissements seront atteint en 2020. Donc c'est une hypothèse dimensionnante, en particulier l'éolien offshore. On considère l'objectif, c'est un exercice théorique, complètement théorique, donc de 6 000 MW en 2020. Et par contre, pour le photovoltaïque, on considère que les objectifs seront un peu dépassés. Alors, c'est un exercice théorique, mais il me semble que c'est un exercice qui donne un ordre de grandeur de ce que coûteront, en particulier les énergies renouvelables, quand les objectifs seront atteints, puisqu'il y a une volonté de les atteindre. Ils ne seront vraisemblablement pas atteints en 2020, vraisemblablement après, mais néanmoins, on peut penser que les chiffres atteints dans ce cadre-là, en tout cas par la CRE, donnent un ordre de grandeur de ce que coûteront les énergies renouvelables quand les objectifs seront atteints. Ce sont trois exercices différents, même si celui de la CRE rejoint davantage celui de la DGEC, puisque les hypothèses, en tout cas sur les objectifs ENR et sur les prix de marché, qui sont aussi dimensionnants, sont les mêmes. Donc on se rejoint là-dessus. Ce qu'on peut constater simplement, c'est qu'aujourd'hui, en particulier pour les ENR, ça coûte déjà assez cher, mais surtout en 2020, ça va coûter beaucoup, beaucoup plus cher à cause du coût élevé de ces énergies. Juste un prix pour fixer un peu les ordres de grandeur. La production d'énergie renouvelable qui sera soutenue en 2020, dans le scénario de la CRE, on estime que ça représentera 15% de la production totale de France. 15% en considérant les scénarios de production établis par RTE, 15% de la production, mais le coût global des énergies renouvelables, pas le surcoût, le coût global dans la facture, dans la part énergie de la facture, dépassera 30%. Plus de 2 fois ce que représenteront les énergies renouvelables dans la production. Ces scénarios sont basés sur une hypothèse dimensionnante que sont les prix de marché, je l'ai dit. La CRE a considéré le prix de marché qui était à l'époque de 54 € par mégawattheure en mars 2012, et puis a pris une évolution de 3% par an, c'est-à-dire l'inflation plus 1%. Alors, en matière de prévision, je crois je pense qu'on se trompe tous. J'en veux pour preuve que quand la CRE avait, il y a quelques années, alerté le ministre sur les dérives qu'on pourrait constater sur le coût des énergies renouvelables, il nous avait été rétorqué que, de toute façon, le prix de marché, dans quelques années, serait à 120 € du mégawattheure, et donc, finalement, on ne verrait plus de surcoût des énergies renouvelables. Voilà, aujourd'hui, on était à 54 € en mars 2012, on était à 62 l'année dernière, 54 en mars 2012, 49 € aujourd'hui. Voilà. J'en tire aucune conclusion pour l'avenir. Simplement, ce qu'il faut savoir, c'est que plus il y a d'énergie renouvelable, notamment en Allemagne et en France, plus, toute chose égale par ailleurs, le prix de marché baisse. C'est-à-dire que ce sont des énergies fatales. Donc le dernier moyen appelé, eh bien, par définition, il est moins cher. Et c'est vraisemblablement ce qu'on constate un peu aujourd'hui, et voire on atteint même des prix de marché négatifs. Alors, donc, ces scénarios ne sont pas comparables. Ils disent juste qu'on va vers beaucoup plus. Voilà. Et juste une petite observation, donc page 65 du rapport, il est écrit que si l'on intègre la bagasse charbon, les scénarios de EDF et de la CRE sont parfaitement comparables. Je modulerai peut-être un tout petit peu la rédaction sur ce point. Je pense qu'ils ne sont pas comparables du tout, même si, de fait, en intégrant la bagasse charbon, ils sont sur le même périmètre. Voilà. Alors, pour ce qui concerne les propositions de la Cour ne va pas se prononcer, je crois que ce n'est pas son rôle, sur le financement des énergies renouvelables par d'autres énergies. Néanmoins, il faut bien avoir à l'esprit que la CSPE, ce n'est pas que les énergies renouvelables. Donc, si on fait financer les ENR par d'autres énergies, eh bien, il faudra faire financer la péréquation tarifaire, peut-être par ce qui restera de la CSPE, et puis les dispositions sociales, peut-être par autre chose. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui n'est pas simple à mettre en œuvre. Enfin, il est fait mention dans les conclusions du mécanisme qui a été mis en place aux Pays-Bas, dans le but notamment d'inciter les producteurs à vendre leur production sur le marché, les producteurs ENR à vendre leur production sur le marché au moment où c'est le plus intéressant pour le système, donc là où les prix de marché sont le plus élevés. Or,
je suis un peu dubitatif puisque les énergies renouvelables, en tout cas aujourd'hui pour la plupart, ne sont pas contrôlables. Le photovoltaïque, l'éolien, même la biomasse. La biomasse, il y a un débouché chaleur. L'industrie, on ne va pas lui dire, ben non, on ne va pas produire maintenant parce que les prix de marché ne sont pas assez élevés. Donc ces énergies renouvelables en général ne sont pas contrôlables. Donc même si on met un dispositif qui est basé sur le prix de marché et qui donne une prime, par rapport au prix de marché, il sera très difficile de contrôler la production pour la vendre au meilleur moment. Et donc, je ne suis pas sûre que, même avec ce dispositif, l'objectif qui serait de produire à partir d'énergie renouvelable au moment où c'est le plus intéressant pour le système soit atteint et qu'il ne soit d'ailleurs jamais atteint. Enfin, dernier point, il est question dans les conclusion des différentes exonérations en cours et d'éventuelles modifications de ces exonérations. La CRE n'a évidemment pas de position à prendre sur ces exonérations qui, je vous le rappelle, pour certaines, exonèrent notamment les sociétés industrielles à hauteur donc elles payent au maximum 0,5% de leur valeur ajoutée. Enfin, pour être tous les jours en contact, enfin, pas moi directement, mais mes équipes avec ces sociétés, voilà, je pense qu'il faut être conscient de l'impact que ça a sur ces sociétés industrielles en particulier. Bien, mais écoutez, merci pour vos réactions. Sur les objectifs 2020, c'est vrai qu'on ne les atteindra vraisemblablement pas en matière d'éolien. En matière de photovoltaïque, je ne dis pas qu'on le pulvérisera, mais on sera loin au-delà du Grenelle de l'environnement. On sera loin au-delà. Donc sur la partie production, on commence quand même à avoir des petites idées de là où on risque d'aller. Enfin, ça m'intéresse d'avoir les réactions des uns et des autres là-dessus. Par contre, sur les prix, vous avez raison. Le prix du marché, on voit bien la vitesse à laquelle ça évolue. Alors, sur vos conclusions, là, sur les autres suggestions du rapport de Lacoutre, là, vous êtes en audition officielle. Et c'est vrai que le régulateur n'a pas donné son avis sur un certain nombre de choses, notamment le fait que la charge de la CSPE pourrait être supportée pas simplement par le consommateur d'électricité, mais par d'autres. Bon, aujourd'hui, c'est très difficile pour vous, ce n'est pas votre rôle. Mais moi, je pense que si nous menons, comme vous le suggérez, une réflexion là-dessus dans l'avenir, et le Parlement aussi sera amené à avoir cette réflexion, je pense que dans, je dirais, des instances de travail, vous avez tout à fait votre rôle et vous pourrez parfaitement y participer. Vous êtes un acteur qui connaissait bien le sujet. Vous vouliez rajouter quelque chose, Monsieur Lévy ? Non, là, on est sur la partie précisément où le Parlement porte une appréciation de nature politique. La Cour peut dire voilà des pistes possibles. Après ça, qui doit apprécier, qui doit supporter la charge, le consommateur particulier, industriel. Mais j'ai beaucoup apprécié que vous alliez assez loin dans vos suggestions, vos pistes de réflexion. Vous utilisez des mots prudemment, mais vous dites que ça mérite qu'on y aille. Oui, Madame Papalardo. Merci. Oui, c'est effectivement des pistes. On n'a pas eu de toute façon le temps de les approfondir. Donc c'était juste pour montrer ce qui aujourd'hui est sur la table en termes de réflexion qui nous paraissent intéressantes à approfondir, mais ça n'est pas plus que ça et il y a effectivement des pistes dans tous les sens. Juste une toute petite précision par rapport à ce que vous avez dit tout à fait au début sur finalement les hypothèses qui sont prises en compte dans les scénarios sur la réalisation en volume. Alors, comme on l'a dit, la CRE et la DGEC font leurs calculs sur l'hypothèse que la PPI est complètement atteinte et donc effectivement on a nos 6000 MW d'éolien. Comme vous le faisiez remarquer également, sur le photovoltaïque on va faire plus que la PPI, c'est clair, mais c'est pris en compte dans les scénarios. Et ils ont tous les deux, bien sûr EDF aussi, fait une hypothèse. On va dépasser, c'est plus une hypothèse d'ailleurs, qu'on va dépasser ce qui est prévu dans la PPI et par contre, il se cale sur les objectifs qui ont été recalés en fait de la PPI avec une augmentation de 500 MW par an à partir d'un résultat 2012-2013 pas forcément encore complètement clair. Donc voilà, la vision que vous avez à travers les chiffres de la CRE et de la DGEC, c'est la PPI aménagée en matière de photovoltaïque, tenant compte déjà de l'augmentation qui est plus que probable. D'accord. On va passer la parole à la DGEC, mais dans votre rapport, et vous avez raison, vous dites bien que les contrats d'avant le moratoire devront être respectés.
Et je suis frappé, je crois que c'est EDF qui l'a fait remarquer, le taux de remplissage, si je puis dire, le taux de projets qui ont une suite est très important. On pensait qu'il allait y avoir plus de déchets, plus de projets qui allaient être abandonnés, ce qui n'est pas le cas. Alors, la DGEC. Monsieur le Président, messieurs les sénateurs, merci de nous donner la parole. Tout d'abord, je voudrais remercier la Cour des comptes pour le travail qui a été fait et, comme la CRE, saluer la qualité de ce travail et de la coopération avec nous au cours de cette période dans un délai contraint. La DGEC rejoint l'essentiel des constats qui ont été faits par la Cour, notamment sur la tendance de fond qui est à l'augmentation des charges de service public d'électricité, qui est liée non seulement aux renouvelables, mais aussi à d'autres postes, comme la péréquation tarifaire, qui n'est pas du tout négligeable dans l'évolution d'ensemble. Cela étant dit, je voudrais faire quelques remarques. D'abord, sur les scénarios et sur les incertitudes qui sont liées à ces scénarios. Je rejoins tout à fait ce qu'a dit la CRE précédemment. Ces scénarios reposent sur un certain nombre d'hypothèses fortes. Alors, il y a le scénario des prix de l'électricité. Il est vrai que la tendance est aujourd'hui plutôt à la baisse, mais je crois qu'à l'horizon 2020, on serait bien en peine de faire une estimation fiable de l'évolution des prix. Si on s'était posé la question 8 ans auparavant du niveau des prix aujourd'hui, on se serait trompé, comme le disait Madame Pivet. Donc c'est une hypothèse forte parce que si on suppose, par exemple, que les prix de l'électricité atteindront 90 € en 2020, ça fait 2 milliards de moins sur les charges de CSPE. Donc ce n'est vraiment pas anecdotique. Alors il y a d'autres hypothèses fortes qui sont faites sur l'atteinte des objectifs de la PPI. Ça a déjà été largement souligné. En même temps, ce ne sont pas des projections irréalistes, celles qui sont faites. On ne sait pas si elles seront atteintes en 2020, en 2021 ou en 2019. Mais par contre, ce sont de bons ordres de grandeur. Et donc, je rejoins ce qu'a dit la CRE sur le fait que les montants qui sont cités là sont à prendre comme des ordres de grandeur, mais ce sont vraisemblablement des ordres de grandeur fiables de l'évolution des charges de services publics. Autre remarque que je voudrais souligner, mais ça a été très bien dit par la Cour des comptes, l'importance des travaux qui ont été menés au cours des dernières années pour maîtriser, assurer la pérennité du dispositif, maîtriser ses coûts, engager la résorption de la dette, en tout cas se mettre dans un système qui permet d'engager la résorption de la dette. Alors c'est non seulement la modification législative qui permet une revalorisation plus automatique de la contribution au service public de l'électricité, de façon à ce qu'elle suive l'évolution des coûts dont, ça a bien été dit, ils vont augmenter. Donc il fallait mettre en place un système qui permette de revaloriser automatiquement cette CSPE. Et le deuxième point important, c'est la maîtrise des dépenses. Et là, je ne reviendrai pas sur ce qui a été dit sur le photovoltaïque, qui est assez emblématique de ce qui a été fait, et sur le développement le plus souvent possible d'appels d'offres qui permettent de maîtriser le nombre et le volume de projets retenus. Sur, cette fois-ci, sur les recommandations et les propositions de la Cour des comptes, je voudrais réagir sur deux propositions. La première concerne l'évolution du mécanisme d'obligation d'achat. La DGEC accueille avec intérêt les réflexions qui sont esquissées par certains acteurs et qui sont reprises par la Cour des comptes sur le sujet. Il y a d'autres pays européens qui se posent en même temps le même type de questions et c'est un travail à poursuivre. Sur le financement,
c'est un sujet compliqué. La question du financement du développement des renouvelables par d'autres énergies est une question compliquée, en particulier dans un contexte où le prix des autres énergies est également très élevé pour le consommateur. Et donc dans ce contexte, je voudrais faire 2 remarques pour aider à la réflexion. Le premier point, c'est que le doublement dont on parle en matière de CSPE, ça représente à peu près 10 € par mégawattheure. 10 € par mégawattheure, c'est de l'ordre de 7 ou 8% de la facture actuelle d'un ménage. Et la deuxième remarque que je voulais faire, c'est qu'il est a priori sain, de notre point de vue, que les charges liées au développement des ENR d'un secteur donné soient financées par ce secteur. C'est d'ailleurs ce qui se passe pour le gaz, c'est ce qui se passe aussi pour les biocarburants. Et cette internalisation des dépenses est en quelque sorte vertueuse dans la logique de maîtrise de l'évolution des coûts. Voilà, Monsieur le Président, Messieurs les sénateurs, ce que je voulais souligner, puisque vous nous donniez la parole. Merci. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Et je partage notamment votre avis sur le fait que dans les pistes, le mérite de votre travail, c'est qu'en plus, c'est un rapport officiel de la Cour des comptes. Donc, ceux dont on parle un peu partout, notamment les pistes de réflexion sur l'élargissement de l'assiette de ceux qui supportent la charge de la CSPE, le fait que ça figure dans un rapport de la Cour des comptes, ça commence à prendre du poids et ça va obliger les uns et les autres à réfléchir. Alors, EDF. EDF, vous voulez encore charger un peu plus la CSPE. Parce que non seulement, comme le rappelait M. Tognola à l'instant, le rapport précise bien que ce ne sont pas simplement c'est pas simplement la cogénération, pas simplement les grandes énergies renouvelables dont on parle, mais ce sont les autres aussi, hein, le biogaz, la biomasse, la petite hydraulique. Et alors vous trouvez qu'il n'y en a pas assez dessus, puisque vous considérez notamment que les charges que vous supportez, notamment pour l'obligation d'achat, vous considérez que ça a un coût, et un coût qui évolue. Et on vous comprend très bien quand il y a non pas quelques dizaines de champs éoliens, mais quand il y a quelques centaines de milliers de producteurs de photovoltaïque, ça a un coût. Et vous considérez aussi qu'il y a un autre coût important, c'est le déficit dont vous assumez la trésorerie. Donc si j'ai bien compris, vous voulez surcharger un peu plus la CSPE. Mais ça sera, allez-y, à la fois sur un peu de diagnostic, sur les prospectives 2020 et sur vos demandes. Bien, merci Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Messieurs les sénateurs, Mesdames, Messieurs. Tout d'abord, je voudrais vous remercier de nous donner la possibilité de nous exprimer sur ce rapport de la Cour des comptes sur la CSPE. CSPE est un sujet qui nous occupe, et j'ai presque envie de dire qui nous préoccupe, pour certaines d'ailleurs des remarques que vous venez de faire. C'est un mécanisme qui est déséquilibré, et c'est bien EDF qui en subit les conséquences. D'ailleurs, à ce titre, aujourd'hui, j'interviens en tant que directeur financier du groupe, et l'ensemble de mes observations seront faites à ce titre de directeur financier, puisque le déséquilibre est principalement d'ordre financier. Alors, premier des commentaires que je souhaiterais faire, naturellement, comme l'ensemble des personnes qui se sont exprimées, c'est tout d'abord de remarquer la qualité du rapport, l'exhaustivité, ainsi que le diagnostic précis et complet et partagé qui est fait sur la situation de ce dispositif, ainsi que sur les propositions que nous trouvons très intéressantes et sur lesquelles je reviendrai dans un moment. Alors ce rapport met en évidence 2 problèmes majeurs sur lesquels je souhaiterais bien revenir à nouveau dans ce cadre de problématiques financières qui pèsent sur le groupe EDF. Le premier de ces problèmes, vous l'avez évoqué, Monsieur le Président, c'est le déficit actuel. Déficit de compensation, vous avez bien montré les chiffres tout à l'heure. Il est très élevé, 3,8 milliards d'euros fin 2011, plus de 4 milliards d'euros en ce moment même. Et même EDF ne peut pas supporter un tel déficit de façon durable. Le second problème, qui est tout aussi important, sur lequel je vais revenir en détail, et que vous avez bien mis en évidence, malgré le fait que ça ne représente que quelques pourcents d'augmentation de la facture, comme la DGEC l'a exprimé,
c'est tout de même l'évolution du poids de la CSPE dans la facture globale des consommateurs. Et ça, pour nous, c'est un vrai sujet au moment où EDF doit investir, et j'y reviendrai dans la minute. Alors, sur le premier problème, le déficit de compensation et les charges financières qu'il génère. Alors, le rapport de la Cour des comptes constate que les charges de service public ont augmenté rapidement et que la contribution de la CSPE n'a pas été relevée en conséquence. Ce problème de déficit avait bien été perçu en 2010 et des dispositions législatives ont été prises. Simplement, comme vous l'avez bien souligné tout à l'heure, ces dispositions n'ont pas suffi à répondre à l'ampleur de la situation. Juste pour redonner quelques chiffres et remettre ceci dans le contexte, le déficit donc, qui était financé par la trésorerie du groupe EDF était de 500 millions d'euros en 2007, 700 en 2008, et ensuite c'est plus 1 milliard d'euros par an, plus 1 milliard d'euros en 2010, plus 1 milliard d'euros en 2011, une augmentation très sensible encore en 2012 puisqu'il devrait dépasser 4,5 milliards. C'est d'autant de trésorerie d'EDF qui est ponctionnée, ce qui pose naturellement un problème pour le groupe. Alors pourquoi ? Parce que EDF a une particularité, c'est que nous sommes le groupe d'électricité qui investit le plus dans notre industrie en Europe. Deuxième particularité, c'est que, à la différence de tous nos concurrents en Europe, notre programme d'investissement est à la hausse. Je pense là naturellement et principalement à la France. La France, qui représente plus des 2/3 des investissements du groupe EDF, la France où nous investissons en 2011 plus de 7 milliards d'euros, ce chiffre pourrait dépasser 10 milliards d'euros en 2015. Et au moment où notre programme d'investissement est à la hausse, nous devons nous financer sur les marchés internationaux. Alors je ne suis pas naturellement ici pour commenter l'utilité des agences de rating, mais il se trouve, des agences de notation financière, il se trouve qu'aujourd'hui, nous avons la meilleure notation financière de notre secteur. Il est très important que nous la conservions, justement compte tenu de notre programme d'investissement et compte tenu du fait que nous devons aller chercher des investisseurs dans notre dette le plus largement possible. Ce déficit de compensation représente plus de 10% de notre dette et pèse donc autant sur notre structure financière et sur notre capacité à nous financer dans de bonnes conditions. C'est le premier problème que je tiens à souligner, d'autant plus que le corollaire de ce déficit, c'est qu'il entraîne des coûts de financement, des coûts de portage très significatifs pour le groupe. Vous imaginez que 4 milliards d'euros au coût de financement et au coût du capital d'EDF, ça représente un déficit d'intérêt extrêmement significatif. D'ailleurs, à ce titre, il nous apparaît que ce déficit, qui n'avait pas été imaginé à l'origine du dispositif, occasionne donc une charge financière qui, dans leur principe, devrait être compensée par la CSPE elle-même. Nous pensons que les modalités de calcul des charges financières devraient être aujourd'hui précisées dans la loi et la réglementation et pourraient être expressément intégrées dans la liste des charges à compenser. Ceci pourrait être fait à l'occasion de la prochaine loi de finances rectificative. Il en va d'ailleurs de même des coûts de gestion. Toutes les obligations d'achat, Monsieur le Président, vous mentionnez tout à l'heure le nombre de champs, c'est autant de contrats que nous devons gérer. Ce sont des coûts de gestion de plus en plus significatifs pour l'entreprise EDF. Et nous pensons aussi que, comme l'esprit de la loi, c'est qu'EDF soit compensé pour la totalité des charges liées au service public de l'électricité, eh bien, à la fois ce coût de portage et ce coût de gestion devraient être bien inclus dans la liste des charges à compenser. J'ajoute d'ailleurs que cette juste compensation permettrait d'effacer ces coûts donc dans les comptes d'EDF, augmentant d'autant le résultat avant impôt du groupe et donc la charge d'impôt qu'EDF acquitterait à l'État français et aussi le dividende si l'actionnaire souhaite augmenter le dividende versé par EDF, alimentant d'autant déficit budgétaire auquel tout à l'heure, M. Lévy, vous faisiez référence. Voilà donc un premier problème lié au déficit extrêmement significatif que supporte EDF. Le deuxième problème, tout aussi important, c'est le poids de cette taxe dans la facture du consommateur. Parce que même si nous sommes un tout petit peu divergents sur les scénarios, je crois que le rapport de la Cour des comptes le montre très bien, montre bien toutes les hypothèses qui sous-tendent tous ces scénarios, il n'en reste pas moins que même si c'est entre 9 ou 11 milliards d'euros à horizon 2020, la taxe devrait passer de 10 à plus de 20 à cet horizon. Même s'il ne s'agit que quelques points d'augmentation de la facture, c'est d'autant de moins d'augmentation de la facture qui pourrait être consacrée à autre chose que l'augmentation de cette taxe, et notamment aux investissements très significatifs que doit faire le groupe EDF en France.
je crois que c'est un élément extrêmement important, c'est que si des possibilités d'augmentation de la facture du client, du consommateur en France existent, il est extrêmement important que ces possibilités d'augmentation soient principalement consacrées à l'augmentation des investissements, au financement de l'augmentation des investissements d'EDF, que ce soit dans le parc de production, ou même avant les conséquences de Fukushima, nous avions prévu de doubler les investissements dans la maintenance du parc de production en France, passant de 1,7 milliard d'euros en 2010 à 3,5 en 2015, avant même les conséquences de Fukushima. Par ailleurs, nous augmentons très significativement tous les ans les investissements dans les réseaux, plus 10% en 2011, plus 25% d'ailleurs dans la qualité des réseaux. Et donc, si une augmentation de la facture du consommateur, du client est possible, nous pensons qu'il est plus judicieux qu'elle aille dans la composante du tarif intégré de vente qui nous permet d'investir plutôt que dans l'augmentation de cette taxe. À ce titre, d'ailleurs, les pistes qui sont ouvertes par la Cour sur le financement des charges futures, naturellement, nous paraissent extraordinairement pertinentes, qu'il s'agisse de l'élargissement du financement des énergies renouvelables à d'autres sources d'énergie, ainsi que l'utilisation d'autres sources de recettes. Il est un tout petit peu paradoxal que le producteur d'électricité le plus décarboné dans son industrie finance le développement des énergies renouvelables et en supporte en tout cas en quasi-exclusivité le déséquilibre. Je refais d'ailleurs le lien avec le premier point. C'est que si EDF disposait d'une rémunération, donc d'une compensation pour le coût de portage de ce déficit, si EDF était totalement compensé pour la totalité de ses coûts liés au service public de l'électricité, notamment sur le déficit, nous pourrions à ce moment-là envisager, sur le plan purement financier, un étalement du remboursement de ce déficit sur une beaucoup plus longue période que ce qui est prévu, vous avez raison de le souligner tout à l'heure, d'ici au-delà de 2017. Ce qui permettrait donc de dégager une marge de manœuvre dans l'augmentation mécanique prévue de cette taxe. Et c'est donc là où je fais le lien avec le premier sujet. Tout est lié. Si nous sommes compensés sur le coût de portage et le coût financier, nous pouvons envisager un étalement de la perception de ce déficit. Donc en conclusion, j'espère ne pas avoir été trop long, mais oui, EDF partage totalement la conclusion de la Cour des comptes sur la nécessité de rechercher des moyens d'alléger le poids de la CSPE sur les factures d'électricité. S'agissant de la couverture des charges futures, nous adhérons pleinement aux recommandations de la Cour qui suggèrent un élargissement des pistes de financement. Et comme je viens de le répéter, un étalement du déficit historique pourrait également être envisagé. Ce serait une mesure complémentaire. Mais dans l'immédiat, pardon d'insister, je profite de cette occasion pour le faire, c'est bien le problème du financement du déficit de compensation qui doit être résolu. Il est nécessaire que ce principe de compensation intégrale des charges posées par la loi soit appliqué aux charges financières et aux coûts de gestion. Ces charges doivent être expressément intégrées de notre point de vue dans la liste des charges à compenser. Et à nouveau, je l'ai mentionné tout à l'heure, les aménagements de la loi et de la réglementation pourraient être pris en ce sens dès la prochaine loi de finances rectificative. Je vous remercie à nouveau pour cette opportunité et pour votre attention pendant cet exposé. Merci. Bien, Monsieur Piquemal, merci. Je ne suis pas surpris ni choqué par votre demande. Je veux dire, il me semble normal que, notamment le directeur financier, mais que vous attiriez, que vous ayez des demandes à faire en matière financière compte tenu des coûts que représente et des problèmes que représente le fait que c'est vous qui assuriez la trésorerie, la CSPE. Bon, c'est clair et net, hein, donc je ne suis pas, ça ne me surprend pas, mais merci aussi de votre contribution, pas simplement financière, mais également sur l'autre volet important du rapport. Alors, monsieur le rapporteur, ça va être à vous la parole. Moi, je voudrais quand même dire, en rendant vraiment hommage au travail que vous avez fait, une de vos recommandations qui m'a le plus plu, et ça ne vous surprendra pas, c'est pas du tout celle que vous faites dans ce complément de travail. Je tiens à vous le dire, et là aussi je rends hommage à ce... Dans la recommandation que vous avez faite dans votre bilan 2011, c'est celle où vous suggériez une remise à plat de l'ensemble du système, que vous appeliez cette CSPE un quasi-impôt,
et qu'il fallait qu'il y ait un contrôle, et notamment un contrôle plus régulier et parlementaire sur l'évolution de cette CSPE, surtout quand on voit la tournure que ça prend, comme vous le rappelez très très bien dans votre complément de rapport aujourd'hui. Bien, monsieur le rapporteur, oui, à vous. Merci, je vais être rapide, monsieur le président. D'abord pour remercier bien sûr la Cour pour son travail et les différents intervenants, aussi bien la CRE que la DGEC et EDF. Bon, je vais me borner à répondre, à poser une question à EDF simplement, puisque je crois qu'il y a encore une partie d'intervention qui est prévue pour la Cour. Non, question-réponse, d'accord. D'accord. EDF, vous nous dites, on souhaiterait qu'il n'y ait pas un déficit aussi important entre ce que nous avançons pour payer les producteurs et ce que nous recevons par la CSPE. Et cela monte, je crois, à 3,8 milliards. Et vous dites, on souhaiterait bien sûr être remboursé de cette somme. Et vous posez ensuite, et de dire même qu'il y a des coûts financiers dus à ce manque. Et nous souhaiterions également être remboursés de ces coûts financiers. Jusque-là, on vous comprend. Et c'était le premier point de votre intervention. Et ensuite, vous avez amené un deuxième point que j'ai mis du temps à comprendre. Et je ne suis même pas sûr de bien l'avoir compris. Vous dites, ah, ça pose problème, la CSPE, pour le coût des ménages. Bien. Et plutôt que d'aider les énergies renouvelables, j'ai cru comprendre, mais j'espère ne l'avoir mal compris, il faudrait mieux aider EDF dans ses investissements. C'est-à-dire que vous portez un jugement de dire, eh bien, pour diminuer ce coût pour la facture des ménages, eh bien, arrêtons la politique de soutien aux énergies renouvelables. Ah, vous voyez, j'ai bien mal compris. Alors, hein, vous n'allez pas dire ça. J'ai cru comprendre ça. Ou alors, il faudra qu'on m'explique quel est ce deuxième point. Et vous avez dit, le coût de la CSPE, ça vaut très cher à cause des énergies renouvelables, j'ai cru le comprendre quand même. Et vous avez dit, si on aidait davantage les investissements traditionnels d'EDF, eh bien, ça serait beaucoup mieux. Permettez-moi de vous dire mon désaccord. Et en tout cas, si j'ai mal compris, merci de clarifier. Bien, monsieur Piquemal, vous avez vraiment le droit de vous défendre. Moi, j'ai bien compris que vous supportiez l'impopularité que représente la charge de la CSPE qui s'additionne à la facture que paie n'importe quel consommateur français. Et dans cette facture, il y a tout. Il y a l'électricité que vous produisez et que vous vendez, et puis effectivement les investissements que vous devez faire. Et il y a en plus la CSPE. C'est comme ça que moi je l'ai compris. Allez-y. Merci, Monsieur le Président, de me donner la possibilité effectivement de clarifier mon propos, et je vais essayer d'effectivement deux éléments de réponse. Bon, le premier, c'est que naturellement, le développement des énergies renouvelables se trouve au cœur de la stratégie d'EDF. Nous l'avons démontré en 2011 en intégrant la totalité d'EDF Énergie Nouvelle dans la stratégie industrielle du groupe. Nous l'avons montré, nous le montrons tous les ans, puisque le développement de nouvelles capacités dans le domaine du renouvelable occupe 1,2 milliard d'euros, c'est-à-dire que c'est la catégorie des investissements en nouvelles capacités qui est la plus importante pour le groupe EDF. Et donc le développement des énergies renouvelables sont au cœur de la stratégie d'EDF. Et donc mon propos n'était certainement pas du tout lié à la politique, au mix énergétique, à la politique énergétique décidée, ainsi qu'à la stratégie de développement du groupe. Non, il était plutôt de dire que, pour être très concret, si je prends la facture d'un client, d'un consommateur au tarif bleu, comme nous payons en moyenne 135 € du mégawattheure par an. Dans ces 135 € du mégawattheure par an, il y a 40 de taxes, dès que la CSPE sera passée à 10. Et la part du tarif qui nous permet d'investir, que ce soit dans les réseaux, que ce soit dans la maintenance, eh bien c'est le solde. Et donc mon propos était simplement de dire, dans les réseaux, dans la maintenance, dans le développement de nouvelles capacités de renouvelables. Mon propos était simplement de dire que si ce 135 € du mégawattheure par an peut augmenter, ça c'est le gouvernement qui décide, eh bien c'est que cette hausse des 135 €, si elle va dans les taxes, elle ne nous permet pas à nous de financer l'augmentation de nos investissements.
C'est la raison pour laquelle nous devons chez EDF d'être une force de proposition pour étaler l'augmentation de cette taxe sur une plus longue période, pour permettre au contraire le développement des investissements du groupe ou d'autres sources. Parce que l'important c'est que je comprenne, même si je suis beaucoup plus lent que mes collègues et tout le monde, l'important c'est que je comprenne. Monsieur le directeur financier de l'EDF, vous nous dites la CSPE ne nous permet pas d'investir, pourtant quand même vous en bénéficiez, puisque vous avez été les bénéficiaires de 3 appels d'offres, je crois, récemment, à un taux, comme l'a dit la Cour des comptes, assez élevé, qu'on n'avait pas, qui était l'éolien offshore. Bon, vous en avez bénéficié des investissements par la CSPE. Donc la CSPE permet, malgré tout, que vous réalisiez des investissements, et comme d'autres producteurs d'électricité. Donc là, je ne peux pas entendre de dire qu'il n'y a pas d'investissement à cause des taxes, et en particulier la CSPE. Alors, qu'est-ce que vous voulez dire exactement, pour que je comprenne bien, pourquoi la CSPE ne permet pas les investissements, alors que je viens de vous démontrer le contraire, au moins partiellement, et peut-être qu'il y aura des compléments de la Cour, et qu'est-ce que vous voulez dire exactement? Je n'arrive toujours pas à comprendre. En fait, c'est l'augmentation de la CSPE qui prend la capacité. Pardon, Monsieur le Président, c'est l'augmentation de la CSPE qui prend la capacité d'augmentation des investissements et de la facture du consommateur. Mon propos n'est pas du tout de remettre en cause la masse des investissements à faire dans les énergies renouvelables qui explique la hausse justement de ces charges de 2 milliards à 9 ou 11 milliards d'ici 2020. Ce n'est pas du tout mon propos. Mais c'est de dire que la hausse de cette taxe est trop significative sur la facture du consommateur, et c'est la raison pour laquelle nous pensons que élargir et que élargir l'assiette de cette taxe à d'autres formes d'énergie permettrait d'en limiter la hausse. On y arrive. Vous dites qu'il y a un effort trop important pour l'énergie renouvelable par rapport à ce que vous souhaiteriez, qui serait le nucléaire. Voilà. C'est pour l'électricité. Bon, monsieur le rapporteur, là vous êtes dans un débat polémique. Mais non, c'est pas dans un débat. Vous avez tout un... Monsieur le rapporteur, Écoutez, vous aurez le droit de mettre ces conclusions dans votre rapport. Oui, mais je voudrais que monsieur, je ne voudrais pas qu'il y ait d'ambiguïté à la sortie de cet entretien. Vous faites une première remarque sur l'écart financier, ce que coûte EDF. Je comprends très bien. Le deuxième point, soit vous nous dites le mécanisme CSPE ne nous permet pas d'investir dans les énergies renouvelables. Et à ce moment-là, on peut l'entendre et vous nous expliquez pourquoi. Mais vous ne pouvez pas, d'une façon imprécise et floue, dire, ben oui, il y a un investissement important dans la CSPE, certes, et vous en profitez dans les investissements, comme je viens de le dire, qui est un investissement pour les énergies renouvelables, et vous dites, et cela ne nous permet pas, nous, EDF, d'investir ailleurs. Donc le investir ailleurs, si ce n'est pas l'énergie renouvelable, c'est donc soit à partir du pétrole ou du gaz, je ne crois pas que ce soit votre souhait, mais au moins que ça soit affirmé, vous dites, et à ce moment-là, je peux l'entendre, Monsieur le Président, mais que ça soit dit au moins clairement devant cette commission, si vous trouvez que c'est trop important, l'investissement pour les renouvelables, c'est que vous avez d'autres investissements à faire, et en particulier dans le nucléaire, mais que ça soit dit comme ça. Et les réseaux. Et les réseaux. Mais là, ne dites pas à ce moment-là que les investissements de renouvelables sont trop importants. Nous n'avons pas posé le problème. Bon, Monsieur Picard, une dernière fois, parce que moi je vous ai très bien compris, mais vous avez le droit une dernière fois de lui répondre, et le rapporteur fera de votre réponse ce qu'il voudra dans son rapport. Allez-y. Merci. Premier point de clarification, je n'ai jamais dit, pensé et écrit nulle part que les investissements dans les énergies renouvelables étaient trop importants. Pas du tout. D'ailleurs, c'est au cœur de la stratégie d'EDF et c'est le développement de capacités le plus important pour le groupe EDF. En revanche, financer le développement uniquement par l'augmentation de cette taxe qui porte uniquement sur l'électricité nous semble créer un déséquilibre et c'est la raison pour laquelle nous sommes très favorables à l'idée qui a été émise dans le rapport de la Cour des comptes, qui est d'élargir l'assiette de la perception de cette compensation à d'autres formes d'énergie, que ce ne soit pas simplement le consommateur d'électricité qui paie ce développement et qui subisse la hausse de cette taxe. C'était mon seul propos.
certainement pas de remettre en cause ou de dire que nous investissons trop dans le domaine des énergies renouvelables. C'est un axe stratégique majeur du groupe EDF. Bien, merci. Jean-Pierre Vial a demandé la parole, Jean-Claude Lenoir aussi, mais vous vous inscrivez les uns et les autres. Enfin, moi, je me réjouis quand même en tant que président du groupe de l'énergie, donc parlementaire français suivant le problème, que EDF ne soit plus simplement un horrible producteur de nucléaire, mais investisse fortement également dans les énergies renouvelables et que vous y ayez remporté deux secteurs dans l'offshore éolien, même si je trouve le prix de cet offshore un peu élevé. Alors, Jean-Pierre d'abord. Oui, Monsieur le Président, merci. Ma question, mon observation ne s'adresse pas à EDF. J'ai bien compris que, en tout cas, ce que j'ai compris, moi, de l'intervention du directeur financier, c'est que EDF considère qu'il n'a pas à être le banquier de la CSPE, premier point, et deuxièmement, que la perception et la mise en œuvre des énergies renouvelables avaient un coût en qualité d'opérateur et qu'il demandait que ce soit pris en compte. Donc effectivement, je n'ai pas d'observation et de questions à EDF. En revanche, en ce qui concerne effectivement la Cour, la CRE, la DGEC, vous avez effectivement dans vos rapports avancé cette idée que la CSPE aurait pu être portée différemment et notamment envisager une fiscalité différente ou d'autres contributeurs. Une question que vous n'avez pas abordée, et donc je la pose pour le cas où elle vous aurait interpellé sans que vous l'exprimiez, nous voyons bien aujourd'hui que l'apport important, on peut dire massif pour les uns, moins important pour les autres, des énergies renouvelables, a déjà un impact sur le prix de l'énergie, puisqu'a été évoqué tout à l'heure d'ailleurs le cas que nous avions à certains moments un prix négatif. Et que de toute évidence, on voit bien qu'au niveau des marchés, à partir du moment où on a un apport massif, l'effet direct que ça. Immanquablement, sur le modèle économique de l'énergie et des perspectives à 2015, 2020 et au-delà, on voit bien que l'évolution du prix de l'énergie et donc l'impact des énergies renouvelables va être un élément important. Mais sur ce volet très général, je prendrai un exemple. Mme Papalardo ne sera pas étonnée que je prenne celui du photovoltaïque, puisqu'il est dit tout à l'heure qu'effectivement nous étions très au-dessus de ce qui était envisagé et que dans les perspectives 2020, nous étions très au-dessus de ce qui était souhaité. Mais si on en reste à une approche globale, pour ne prendre que cette énergie, je ne suis pas sûr que nous approchions très précisément les coûts. Si je prends le rapport Charpin dans ses orientations, en décembre 2010, dans le rapport Charpin, tout le monde considérait, et la Commission en premier, qu'il y a un domaine qui ne devrait pas être affecté par le moratoire, c'était le domaine des particuliers. Et d'ailleurs, celui-ci, aujourd'hui, il reste en dehors des appels d'offres, sauf que le prix est fixé trimestriellement, ce qui n'est pas sans poser des difficultés d'un marché qui est, je dirais, quand même incertain. Or, il est aujourd'hui un de ceux qui a été le plus impacté par le moratoire, avec des effets sur le plan économique importants, alors que sur le solaire photovoltaïque, on a en fait deux économies. La grosse économie des fermes, avec la nécessité de raccordement au réseau, du renforcement des réseaux et des problèmes que ça pose, et le particulier, qui est dans la philosophie un petit peu de l'autoconsommation à l'allemande, si je puis dire. Donc, j'évoque ce cas pour dire, est-ce qu'effectivement, dans l'approche des énergies renouvelables et de la CSPE, il ne faudrait pas peut-être que l'on puisse aller plus loin dans l'étude des énergies, parce qu'il peut y avoir des impacts non négligeables en termes de coûts, notamment par référence à l'implication sur les réseaux, et on sait que les réseaux est un aspect non négligeable demain dans le prix. Michel, Monsieur Lévy. Je ne suis pas sûr que je sache répondre avec précision avec cette question qui interpelle à la fois sur plusieurs sujets, incertains, les hypothèses de prix. Je crois que c'était rappelé tout à l'heure, quand on fait l'exercice qui consiste à regarder les prévisions de prix qui étaient faites pour différentes énergies, pas seulement pour l'électricité, il y a 3 ans, 5 ans, 10 ans, etc., qu'on s'amuse à les mettre sur le même tableau, c'est en général assez démoralisant pour les prévisionnistes.
Deuxièmement, l'impact d'énergie diffuse, de production d'énergie diffuse sur les réseaux. Je ne sais pas où en est EDF, et je pense que c'est autant RTE et ERDF qui sont concernés pour mesurer ce que ça représentera en termes d'investissement pour adapter notre réseau à une forme différente de production d'électricité. Ça aura un coût, ça c'est clair, mais comme tout changement, je dirais par définition que le jour où on a fait des centrales nucléaires, ça a modifié le réseau par rapport à ce qu'il était avant. Je ne suis pas capable aujourd'hui, pour ma part, de dire quel peut en être l'impact. Michel, tu peux... Nous n'en sommes pas capables, je ne suis pas sûr que quelqu'un en soit vraiment capable. Il faut travailler sur le fond, sur les conséquences que ça a réellement sur le réseau, et aussi faire la part entre ce qui est maintenance du réseau et évolution du réseau, puisque bien sûr il y a aussi des travaux de maintenance, et ensuite ce qu'il faut l'affecter, entre guillemets, un peu ce que vous dites, à tel ou tel type d'énergie ou non. Il y a une chose de claire, un peu comme le disait le directeur financier d'EDF, il y a des dépenses à faire. C'est aussi ce qu'on disait dans le rapport sur le nucléaire. On a des dépenses importantes à faire et il faut probablement regarder le sujet globalement, d'où aussi notre réflexion sur est-ce qu'il faut que certaines dépenses soient uniquement portées par le consommateur d'électricité ou élargies, parce que c'est une vision globale des coûts et de la production qu'il faut avoir avant d'essayer de régler finement chacun des types finalement de dépenses qui sont affectées. Sur le photovoltaïque, on voit avec intérêt les conséquences des dispositions qui ont été prises. Bien sûr, il faut évaluer tout ça pour savoir si on est sur la bonne voie ou si on peut faire quelque chose de plus efficace ou de plus efficient, mais dans une vision, à mon sens, dans une vision globale de l'évolution du système électrique et de l'objectif qu'on cherche à atteindre à court, moyen et long terme. Oui, c'est plutôt un échange entre les membres de la commission que j'ouvre très brièvement, je vous rassure. Je comprends que les travaux de la commission touchent à leur fin et que les uns et les autres sont avec un stylo pour commencer à rédiger les observations, voire les conclusions qui seront proposées. Mon avis à moi, c'est que les objectifs qui étaient recherchés par les auteurs de la proposition ayant conduit à cette commission d'enquête n'ayant pas été complètement atteints, loin s'en faut, on cherche à ouvrir un débat à propos de la CSPE sur le nucléaire pour finalement mettre en cause la part du nucléaire en France. Moi, je suis en désaccord avec, en tout cas, la perception qui est retenue des propos tenus par M. Picmal. Je suis en désaccord, et donc, mais je le dis ici. Un point d'histoire. La CSPE a été créée par la loi du 10 février 2000, qui a ouvert les marchés. Loi qui a été proposée par le gouvernement de l'époque. À l'époque, le renouvelable était balbutiant. Et donc, le coût qui impactait la facture d'électricité était apprécié comme relativement modeste. C'est le développement du renouvelable, avec notamment le Grenelle de l'environnement et les initiatives prises par les anciens gouvernements qui ont succédé à partir de 2002, qui a créé cette, j'allais dire, cette bulle. Elle a une mauvaise connotation, en tout cas cette montée très très forte. Et donc aujourd'hui, nous devons, nous parlementaires, assumer cette responsabilité. C'est bien parce que nous avons voulu, à l'initiative du gouvernement, développer le renouvelable, que le problème se pose. Je voudrais à cet égard demander une précision que vous ne pourrez pas m'apporter sans doute dès à présent, c'est quelle est la part du surcoût lié au renouvelable affecté au réseau. Parce que quand on parle du renouvelable, on ne parle que de la production, mais la production de renouvelable a un impact considérable sur les réseaux. Donc j'aimerais que vous puissiez être amené à donner ce chiffre. Deuxièmement, autre question que vous ne pourrez sans doute pas me donner dès à présent, mais je pose cette question parce qu'il faut quand même rappeler que le budget d'EDF
est constitué de recettes et de dépenses, et que les recettes sont pour partie fixées par les pouvoirs publics, par le gouvernement. C'est la différence entre les tarifs et les prix du marché. Alors, dans les recettes, si on prend le chiffre 100, quelle est la part qui résulte des tarifs, et donc de ressources décidées par les pouvoirs publics, et la part qui relève tout simplement des marchés négociés librement en France ou à l'étranger, parce que je comprends dans ce que vous disiez un problème qu'il ne faut pas sous-estimer, c'est que on impacte au niveau gouvernemental à la fois dans le budget du EDF les dépenses, ce sont les dépenses liées à la CSPE comme on le dit, et puis les recettes. Donc il faut bien trouver une solution pour être cohérent. Par rapport aux différentes interventions, il est important, effectivement, je suis d'accord avec vous, que vous puissiez nous dire réellement, mais comme je crois que c'est très difficile, quelle est la part d'investissement qu'il est nécessaire pour adapter le réseau aux nouvelles formes de production du renouvelable. Ça, pour le moment, j'ai entendu EDF ou RTE ou ERDF dire ça a un impact important, mais on n'arrive pas à savoir si c'est un impact important dans le sens qu'il peut se faire dans l'actualisation normale, dans la rénovation normale du réseau, ou si c'est un impact particulièrement important au niveau supplémentaire, coût complémentaire. On n'a jamais eu le détail. Donc vous pouvez encore nous dire aujourd'hui, donc pour aller dans ce sens, que c'est important, mais ça serait bien qu'on puisse l'évaluer réellement. Quel est le coût en le différenciant comme ça peut être fait sur l'actualisation des mesures post-Fukushima. Pour finir, pour relativiser le propos de mon collègue, j'ai entendu à la fin de votre intervention, monsieur le directeur financier, l'explication de votre deuxième point. Vous avez dit la CSPE est importante, mais je vous le signale parce que je souhaiterais que, effectivement, la taxation ne se fasse pas simplement auprès des consommateurs d'électricité, mais auprès des consommateurs de toute l'énergie en général. C'est ce que je n'avais pas entendu. Alors, merci de l'avoir précisé à la fin de votre intervention. Si c'était ça votre deuxième point, il est beaucoup plus compréhensible. Puisqu'il y a des amendements à la question réseau de Jean-Claude Lenoir, moi je vous rappelle que de par la loi, c'est ERDF qui a en charge le prix de tous les coûts de raccordement de toutes les énergies nouvelles. S'il y a non seulement la partie raccordement, mais un renforcement à faire sur un réseau sur 2 km ou 3 km, c'est à la charge de ERDF. C'est un message que j'adresse à EDF pour sa filiale. Il serait inadmissible, non, c'est pas il serait, il est inadmissible qu'en ce moment, votre filiale tente parfois de faire porter ces prix de renforcement nécessaires à des collectivités territoriales, à des villes ou à des syndicats d'électricité. J'en profite au passage, répondez à la question de Jean-Claude Lenoir, amendée par le rapporteur. Bien, Monsieur le Président, Monsieur. Scandaleux. Allez-y. Alors, malheureusement, j'étais venu aujourd'hui pour parler de la CSPE, du déséquilibre de la CSPE, et pas du tout des énergies renouvelables, pas du tout du coût des énergies renouvelables, pas du tout des investissements dans les énergies renouvelables. Donc, malheureusement, je ne pourrais pas vous donner les chiffres précis comme je souhaiterais le faire. Si vous me permettrez, nous reviendrons vers vous. Je pourrais simplement faire un commentaire qui est de dire que, certes, il y a un coût, intuitivement, naturellement, on le voit bien, et que ce coût est couvert par les investissements faits par RTE et ERDF, et donc couvert par la réglementation et le TURP. Et donc la partie dans le tarif intégré, tout à l'heure je parlais de 135 € du mégawattheure, la facture moyenne TTC. Là-dedans, il y en a environ, je dirais, 50 pour RTE plus ERDF. Voilà. Et donc ces coûts sont déjà pris en compte par une réglementation spécifique et donc par, nous entrons, enfin ERDF et RTE entrent dans la discussion autour de TURP 4, la quatrième période de réglementation, et tout ceci est couvert par ce mécanisme. Mais si vous me permettez, j'en suis vraiment désolé, je reviendrai vers vous avec un chiffre précis, c'est la moindre des choses.
Deuxième question que vous posez, c'est la part du tarif dans les recettes d'EDF en France. Alors, il y a bien deux composantes de nos recettes qui sont fixées par le tarif, enfin plutôt par une réglementation. Il y a d'une part les tarifs intégrés de vente et d'autre part le prix de l'Arenh. Donc à l'issue de la réforme, la loi NOM, la réforme du marché français, comme vous le savez, nous devons vendre jusqu'à 25% de notre production d'origine nucléaire à un prix qui est déterminé par les pouvoirs publics. Il est aujourd'hui de 42 € du mégawattheure. Il s'agit là de la part uniquement énergie, fourniture d'énergie. Et donc si on fait la somme de la part des tarifs, ce que nous vendons au tarif, qui est environ 80% des recettes du groupe, et de ce que nous vendons à l'Arenh, nous arrivons à au-dessus de 90% des recettes d'EDF en France qui sont fixées justement par voie, par le gouvernement ou par voie réglementaire. Et si on y ajoute les réseaux, c'était dedans, hein, c'était dedans, oui absolument, parce que quand je raisonne en... non, c'est un tarif intégré, c'est-à-dire que si je reprends mon 135 € du mégawattheure, j'enlève les 40 de taxes, voilà, c'est plus de 90% tout compris, voilà, en France. Donc votre liberté n'est pas très grande. Non, elle est bien encadrée, c'est la raison pour laquelle nous devons d'être une force de proposition et pour identifier des solutions techniques qui sont en la matière d'origine financière, permettant d'étaler un certain nombre de déséquilibres et donc de créer des marges de manœuvre pour les pouvoirs publics, s'ils le souhaitent, sur la facture des consommateurs. Merci beaucoup. Moi, je voudrais poser une question à la Cour des comptes. Dans vos pistes de réflexion, il y en a une qui a éveillé ma curiosité, mais j'ai besoin d'une explication. Vous suggérez, parmi les pistes, et pourquoi pas faire supporter la gestion de tout ce mécanisme, non pas aux producteurs d'électricité, mais aux transporteurs. Quelle idée aviez-vous derrière? Avantage, inconvénient? Je précise, ce sont des pistes de réflexion, ce n'est pas des propositions. Et notamment sur cette partie-là, ce sont des pistes de réflexion qui ne sont pas du tout propres ou qu'on n'a pas inventé de notre côté. Vous les retrouvez dans l'annexe, mieux précisé que dans le texte. C'est notamment des réflexions qui se font du côté du ministère des Finances et de la direction du Trésor, qui a une réflexion sur la transparence du marché, sur effectivement le rôle qu'on fait jouer à EDF avec ce dispositif de la CSPE par rapport à la vision qu'ils ont d'une ouverture plus large et plus normale, on va dire, du marché, avec des rôles qui pourraient être identiques de tous les producteurs, pas uniquement du producteur historique, d'où cette idée de dire, si on faisait porter le dispositif de la CSPE pas par le producteur mais par le transporteur, et là on n'en a qu'un, on reviendrait à une logique, au moins théorique en tout cas, sur le papier, qui serait plus grande. Comme je l'ai dit, nous n'avons pas été plus loin dans cette réflexion, mais on l'a mis parce qu'effectivement, il y a sous l'angle théorique quelque chose d'intéressant à regarder. Après, ça vaut la peine d'en discuter au fond. Moi, par exemple, moi, j'en ai absolument pas discuté avec EDF, ni même avec la DGEC ou avec la Creux, simplement pour dire que c'est quand même des sujets qui sont visiblement en cours de réflexion et qui vaudrait la peine de regarder. Ah, mais ça empêche. Voilà, là clairement, on n'est pas sur un sujet, sur cette partie liquidité, transparence, on n'est pas sur un sujet immédiatement financier avec une conséquence financière. Je pense que pour ceux qui portent ce genre de réflexion, il y a l'idée qu'en augmentant la liquidité et la transparence, quelque part, on a aussi des conséquences sur le coût du dispositif. Mais alors, je n'ai vu aucun chiffrage de ce point et je ne l'ai absolument pas approfondi. C'est un petit peu l'assiette, pas aussi loin que d'autres pistes de réflexion que vous nous suggériez. Oui, c'est pour ça. Il y a vraiment de tous les niveaux possibles d'augmentation de l'assiette. Monsieur le rapporteur. Pardon. Non, je dirais simplement on place les producteurs à égalité. C'est surtout ça.
fondamentalement. Donc on élargit un peu, sachant que comme il y en a un qui est un producteur qui a l'essentiel du marché, la plus grande part, ça change un peu, mais pas aussi radicalement la situation que ça pourrait l'être, sachant que dans tous les cas, ça ne change pas le fait qu'à la fin, il y a quelqu'un qui paye. D'accord. Non, Monsieur le rapporteur. Mais la question a été posée, et je crois qu'on la pose dans le rapport, hein, c'est-à-dire que est-ce que l'obligation d'achat, c'est simplement EDF ou c'est l'ensemble des producteurs qui ont l'obligation d'achat? Et vous trouvez une formule simplifiée pour dire cela, c'est-à-dire que ça peut être le transporteur unique RTE, et donc ça évite ce problème entre producteurs. J'ai cru comprendre que c'était cela que vous vouliez exprimer. Oui, si on revient à une notion, enfin, vous pourrez préciser, Madame Papalardo, si je reviens à la notion exprimée dans le deuxième point que j'ai eu du mal à comprendre, qui était que la CSPE ne doit pas être simplement payée par les consommateurs d'électricité. J'ai cru comprendre cela après beaucoup de temps. Et c'est un point important, hein, parce que c'est un changement même de nature. Même. J'aurais aimé avoir sur ce point l'avis de la CRE et de la DGEC. Hein, voilà. Peut-être une précision, je crois, pour les membres de la commission, c'est que la CSPE, en fait, toute personne qui consomme l'électricité, quel que soit le fournisseur, paye la CSPE. L'idée de transférer sur le TURP est néanmoins intéressante parce que il y a des consommateurs, notamment industriels, qui bénéficient d'exonération. Auquel cas, et je pense que c'est à ça que vous faisiez référence, auquel cas même ces consommateurs, gros consommateurs, paieraient également la CSPE. Non, on a deux sujets. C'est pour ça que j'ai remis le transparence sur les pistes de réflexion. Il y a un élément de réflexion à regarder sur les règles d'exonération actuelles qu'on a signalées parce que compte tenu de l'augmentation de la CSPE, il faut être conscient que les exonérations augmentent aussi, puisque plus vous augmentez la CSPE, plus forcément ce que vous exonérez augmente aussi. Et si vous doublez la contribution unitaire, vous doublez les exonérations. Avec ce que disait Madame Pivet, c'est qu'une partie des exonérations ont été mises sur les entreprises industrielles. Mais nous rappelions que ce n'était pas uniquement les entreprises industrielles. SNCF aussi, par exemple, bénéficie de ces exonérations. Donc ça, c'est un premier élément de réflexion qui a plein de ramifications complexes. Et le deuxième sujet, c'est celui qui est plus en bas sur cette idée de dire mettons les producteurs à égalité, donc ne faisons pas porter l'équilibre du système sur le producteur EDF historique, mais sur un autre, ça n'a pas de lien avec les exonérations. Rien n'empêcherait de laisser, bien sûr, des exonérations ou de les doubler ou de les supprimer, ça n'a pas de lien. Voilà. Oui, mais je crains que je ne puisse pas me prononcer au titre de la Creuse sur l'élargissement de l'assiette de la CSPE. Par contre, effectivement, s'il y a un groupe de travail sur ce sujet, la Creuse participera, mais là, je préfère pas répondre. Bien, mes chers collègues. Non, j'ai interrogé oui, aussi la direction générale. Oui, donc, monsieur le sénateur, sur l'élargissement, je ne peux finalement que redire ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que la question est compliquée parce qu'on a une charge qui augmente et donc qui pèse sur les consommateurs d'électricité. Donc l'idée de la répartir sur une assiette un peu plus large est assez naturelle. En même temps, les prix des autres énergies sont eux aussi très élevés et rien ne garantit qu'ils augmenteront moins vite que les prix de l'électricité. J'avais donné et puis du point de vue de la maîtrise des coûts, on peut se dire que le fait que l'ensemble des coûts liés à la production d'électricité soit visible sur la facture du consommateur d'électricité procède plutôt d'une logique vertueuse. Donc c'est
un élément de réflexion, mais je ne peux que dire ça à ce stade. Monsieur le rapporteur, si demain il y a une réflexion sur ce sujet, moi je suis sûr que la DGEC fera partie de ceux qui auront beaucoup d'idées, de suggestions. Mais taxer demain le consommateur de fioul, le consommateur de gaz, le consommateur de biocarburant, c'est un problème politique et ce n'est pas seulement technique. Alors la réflexion, tout le monde pourra participer à ce débat. La décision ne sera pas facile. Mes chers collègues, d'autres questions? Non? Mais écoutez, un grand merci. Un merci à vous. Vraiment merci pour le travail fourni. Et je tiens à dire au nom du rapporteur, en mon nom, au nom du Sénat, comme l'ont rappelé les différents intervenants. Merci à vous, et la CRE, et la DGEC, et EDF, pour avoir participé à ce débat. Je pense que vous verrez des éléments de vos conclusions dans votre rapport et de ce débat. Je pense que notre rapporteur y réservera une place importante dans son rapport. Eh bien, écoutez, merci beaucoup à vous. Je vais remercier aussi l'ensemble des participants. Merci beaucoup à la Cour des comptes, à la fois pour son premier rapport qui a lancé en partie cette commission d'enquête et ce rapport complémentaire dans des délais très réduits, mais vous avez fait face. Donc merci beaucoup. Merci à la CRE de se redéplacer une nouvelle fois, parce qu'on s'est vu quand même à plusieurs reprises. Et merci aussi à DGEC et merci à EDF qui s'est aussi déplacé plusieurs fois dans des auditions. Le rapport touche à sa fin, comme on l'a dit. Donc nous essaierons de tenir les délais qui est le 7 juillet. Et effectivement, on a une part importante dans ce rapport sera sur la CSPE. Et peut-être qu'il resteront, s'il y a des pistes, il y a encore beaucoup d'interrogations par rapport au système à mettre en place, comme vous nous l'avez signalé aujourd'hui. Merci. Voilà pour les travaux de la commission d'enquête sur le coût réel de l'électricité. Si vous souhaitez revoir cette audition, elle est disponible en VOD sur notre site internet publicsénat.fr. Très belle journée à tous.